Le jardin et la jungle aux éditions de la Découverte, c'est une adresse, je disais, à l'Europe, qu'on pourrait presque lire à haute voix. L'Europe, selon vous, qui n'a pas renoncé à son désir de puissance, de domination et qui fait la leçon au reste du monde dans une forme de colonialisme ou de néocolonialisme. Ça mérite une explication juste après l'invitation de Katia Gilder. Si on vous invite, Edoui Plenel, c'est parce que vous êtes un homme en colère. Sidéré par le silence, l'indifférence du monde face à la guerre menée par Israël en Palestine. Vous dénoncez les deux poids deux mesures d'une Europe unanime à condamner l'invasion de Poutine en Ukraine, mais impuissante à arrêter la main de Benyamin Netanyahou à Gaza. Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ont le même but de guerre, l'avènement d'un monde sans autre loi que la force. Vous fustigez ce refus du droit international chez ces dirigeants qui gouvernent par la loi du plus fort. Personne ne nous arrêtera, ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre. Peu importe à quel point ils veulent nous intimider, peu importe qui ou à quel point ils veulent supprimer notre volonté. Personne dans l'histoire, comme je l'ai déjà dit, n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de ce genre. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et ne fonctionnera jamais. De livre en livre, Edoui Plenel, votre travail de journaliste vous conduit à alerter le monde, à réveiller les consciences, vous, l'essayiste, le cofondateur de Mediapart. Votre dernier ouvrage décrit notre vieux continent comme un jardin civilisé et bien entretenu, une terre de liberté politique et de prospérité économique, mais un jardin qui a peur d'être envahi par la jungle qui l'entoure, ce monde étranger, celui des migrants, des exilés, des colonisés d'hier et d'aujourd'hui. En attendant de parvenir à une protection renforcée des frontières extérieures de l'Union, grâce au nouveau régime d'asile européen commun, nous devons renforcer les contrôles des frontières nationales. Devant ces murs qui se dressent, ces frontières qui se referment, vous appelez l'Europe à se souvenir de son histoire et de ses valeurs, elle qui a connu tant de guerres jusqu'à la barbarie du génocide. Vous réclamez la paix et rêvez d'un monde où l'égalité des peuples et des droits serait naturelle et universelle. Alors, on va y revenir à ce discours que, personnellement, je ne connaissais pas, donc du représentant européen pour les questions de politique internationale, Joseph Borrell, le jardin et la jungle. D'abord, de quoi et de qui parle-t-il et comment vous êtes tombé sur ce discours qui est au fond le fil rouge de votre texte? Joseph Borrell a prononcé ce discours devant l'Académie qui forme les futurs diplomates de l'Union européenne à Bruges. C'était quelques mois, à l'automne 2022, après l'invasion par l'impérialisme russe de l'Ukraine, donc la rupture du droit international, la loi du plus fort. Et donc Joseph Borrell dit, voilà, l'Europe, nous sommes un joli petit jardin où tout fonctionne, mais tout autour, c'est la jungle risque d'envahir le jardin. Et comme c'est un homme de bonne volonté, un social-démocrate espagnol, il ne veut pas construire des murs. Donc il dit, les jardiniers européens, vous devez vous projeter dans la jungle. Le problème, c'est qu'un an après, son discours va être fracassé par ce que nous allons commémorer le 7 octobre, c'est-à-dire les massacres terribles commis par le Hamas en Israël, les massacres terroristes et avec un crime de guerre, un crime contre l'humanité, contre des civils, et évidemment la riposte existentielle menée par l'État d'Israël aujourd'hui et ses dirigeants de droite et d'extrême droite, qui est aussi crime de guerre, crime contre l'humanité, voire selon certains juristes, crime de génocide. C'est d'ailleurs ce livre à l'ombre de ces deux guerres que vous nous interrogez, nous, Européens, au sens très large d'ailleurs, projetés dans l'Occident. Vous dites bien d'ailleurs qu'il y a une différence entre la géographie et l'idéologie, d'une certaine façon. L'Europe a projeté l'idée de l'égalité des droits, pour le meilleur et pour le pire. Mais nous avons projeté cette idée-là. Parce que nous les avons aussi défendus, inventés, écrits dans des constitutions. Et parfois violés, et du coup permis à des peuples de les brandir contre nous. Ça a produit une catastrophe qui est la catastrophe européenne. C'est nous qui l'avons commise. C'est-à-dire que nous avons vu que la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, l'extermination des Juifs d'Europe, du coup sursaut, Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, la même année où nous reconnaissons l'État d'Israël. Et alors, pourquoi je fais cette idée de cet écho? C'est que, au fond, j'interpelle le double standard. Comment les peuples du monde peuvent-ils nous croire si ce que nous brandissons à juste titre
contre la Russie impérialiste qui envahit l'Ukraine et que nous armons l'Ukraine, eh bien, nous ne le faisons pas face à la folie qui menace l'existence même de l'État d'Israël, de ce que font les dirigeants israéliens actuels. Donc ce double standard, et qui est un double standard général, je le décline dans d'autres situations. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dans l'excès en disant que l'Europe, l'Occident, a littéralement abandonné la population de Gaza à son sort? Parce qu'il y a quand même un droit international, certes qui n'arrête pas la guerre, mais regardez le procureur Karim Khan de la Cour pénale internationale, qui arrive à un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et contre le Hamas. Qui ne lui est pas donné encore, il l'a demandé. La CPI doit le décider. Mais bien sûr, d'abord, avant la CPI, il y a la Cour internationale de justice, qui a été créée la même année, les mêmes années après la Deuxième Guerre mondiale. Personne ne la connaissait. Nous la découvrons aujourd'hui. Et nous voyons ce qui se passe. Mais ce n'est pas nous qui avons été brandir le droit international à la Cour internationale de justice. C'est l'Afrique du Sud. En 1948, nous ne finissons pas le travail. Nous laissons un autre pays, issu de notre histoire, la colonisation, l'Afrique du Sud, créer l'apartheid. Le pays qui est issu du combat contre l'apartheid, contre la division, la séparation, la haine de l'autre, qui prépare les crimes contre l'humanité, eh bien c'est lui qui est venu devant la Cour de la Haye dire « Eh oh !» C'est le coupable qui répare en étant capable de voir l'autre. Et nous, on est aveugles. C'est ça que vous dites? Mais ce n'est pas nous qui avons fait le zèle devant la Cour internationale de justice. Mais vous savez quand même qu'on a aussi des juristes, des avocats, des familles d'otages qui sont défendus à la CPI, d'autres du côté aussi des Gazaouis, de la population civile. Il y a quand même en France une volonté de peser, même si nous n'avons pas forcément le poids politique. Par exemple, pourquoi nous ne faisons pas ce qu'a fait l'Espagne et d'autres pays, la reconnaissance de l'État de Palestine? Qu'est-ce que c'est que le droit international? C'est l'égalité des droits à l'échelle du monde. Donc les Palestiniens ont les droits de vivre dans un État eux-mêmes et de pas... Parce que cette guerre que mène M. Netanyahou, c'est une guerre de destruction de la Palestine. C'est un aveuglement. Et beaucoup d'Israéliens le disent. Le journal Haaretz le dit très bien. Le journal indépendant de 972 en Israël, qui est formidable, qui fait des scoops, le disent très bien. Donc il y a des voix qui s'élèvent en Israël contre ça. Et donc, face à cela, nous, on doit dire à Israël, c'est pas possible. Donc on reconnaît l'État de Palestine, comme l'a fait l'Espagne. Et l'Espagne, ils ne sont pas des bolcheviks, le couteau entre les dents. Ils sont pas... Voilà, c'est l'Espagne du gouvernement actuel. Et puis, d'autre part... Donc, il y a des moyens. Des moyens de peser que nous n'avons pas. Nous avons pris des sanctions contre le régime d'apartheid. On ne peut pas continuer, et ça interpelle les États-Unis d'Amérique, à livrer des armes qui détruisent des civils. On ne peut pas tolérer un terrorisme d'État. On condamne le terrorisme de mouvements qui se disent d'émancipation et qui néanmoins commettent des crimes quand ils tuent des civils. Mais est-ce que vous mettez exactement sur le même niveau un Vladimir Poutine qui agresse, qui envahit, un Benyamin Netanyahou qui riposte par une guerre à un massacre sur sa terre? Pourquoi je vous dis bien sûr? Parce qu'ils ont la même idéologie. M. Netanyahou a violenté, y compris une promesse de citoyenneté au cœur de l'État d'Israël. Il a la même logique identitaire. Il a l'idée, et je cite d'ailleurs l'idéologue qui s'appelle Yoram Hazony, qui a fait un livre qui s'appelle « Les vertus du nationalisme » et qui est une bible de M. Orban, de M. Trump et évidemment aussi des poutiniens. C'est l'idée au fond, il n'y a plus qu'une loi, mon peuple, ma nation, mon identité. Et il n'y a pas de toi au-dessus de moi. C'est une démocratie, Israël, et toutes les décisions sont votées à la Knesset, au Parlement, ce qui fait quand même une différence majeure. Vous me l'accorderez avec la Russie. Oui, d'accord, mais néanmoins, il y a des manifestations de milliers d'Israéliens tous les samedis soirs et tous les vendredis soirs qui protestent contre ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est la question du droit international qui est en jeu. Nous avons dit, et l'auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, et René Cassin, compagnon du général de Gaulle, grand juriste, figure du judaïsme laïque français, et qui dit que nous ont appris la catastrophe européenne, qu'on ne peut pas faire confiance aux États, aux nations et aux peuples, aussi civilisés et démocratiques se prétendent-ils. Car ils peuvent devenir fous, ils peuvent devenir criminels, ils peuvent penser, et c'est tout ce que mon livre interpelle, être dans une logique de supériorité. Je suis détenteur du bien, du vrai, du juste, les autres c'est des barbares, donc je peux me le permettre. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On dit il y a des droits au-dessus de vous, il y a des droits de l'enfance.
Il y a des droits de la famille, il y a des droits à la santé, il y a des droits à l'accueil, il y a des droits à la solidarité, il y a des droits à la fraternité, il y a le droit de ne pas être agressé, il y a le droit de résister si je suis agressé, et ainsi de suite. Il y a un droit international. Aujourd'hui, je suis désolé de vous le redire, il est piétiné. Par M. Netanyahou, tout autant que par M. Poutine. Au fond, ce texte qui est très fort et qui nous fait aussi voyager dans d'autres textes, vous êtes un grand camusien, mais il y a beaucoup de... avec Camus, on y vient dans un instant. Mais au fond, vous nous dites, si l'Europe ne se réveille pas, si elle ne défend pas ses valeurs, quoi? Elle s'effondre. Est-ce qu'il y a, comme vous dites souvent avec Israël, la question de la survie qui se joue aussi pour l'Europe? C'est surtout si l'Europe ne respecte pas ses valeurs. Il ne s'agit pas de les défendre en disant « regardez comme on est fort ». Il s'agit de ne pas laisser un monde se fédérer contre nous dans le ressentiment. C'est la stratégie de M. Poutine. C'est ce qu'il fait en Afrique, où des pouvoirs militaires qui violentent leur peuple se sont dressés contre le néocolonialisme français. Aujourd'hui, vous pensez qu'on en est là? Ce qu'on appelle les pays du Sud global ne nous croient pas? Vous avez vu le nombre de pays où la France a perdu son influence. Et donc, on a des régimes qui font alliance avec M. Poutine, qui ont une idéologie aussi identitaire. D'ailleurs, un critère, c'est toujours le traitement des minorités. Par exemple, l'homophobie ou les minorités de genre. C'est un point commun, d'ailleurs, avec tous ces idéologies identitaires très souvent. Et donc, la question, c'est de ne pas fédérer le ressentiment du monde. Et puis surtout, plus nous serons dans cette logique, nous sommes un jardin formidable, plus nous serons aveugles au fait que nous produisons nos propres jungles. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite en Europe? J'y venais parce que c'est notre jungle. Voilà, vous dites très clairement qu'on construit des murs, qu'on a perdu toutes nos valeurs. Il y a encore quand même, heureusement, un droit d'asile en France. Il est malmené. Vous avez le sentiment vraiment que la France renoue avec les pires erreurs de son passé. Le mot identité, par exemple, c'est absolument un gros mot pour vous? Il n'y a que d'identité de relation, comme le disait Édouard Glissant, je le cite en introduction. Vous, moi, nous tous, nous sommes faits de diverses histoires du monde. L'identité à racine unique, l'identité éternelle, l'identité fixe, ça n'existe pas. C'est même contraire au vivant. Je termine, c'est un traité de botanique politique, mon livre. Je termine en citant des savants du Muséum d'histoire naturelle. Le vivant bouge, le vivant et le mélange libère, tout comme le métissage. Mais nous sommes faits de déplacements. L'émancipation, c'est un déplacement. Nous ne sommes pas assignés à résidence. C'est quoi l'égalité? C'est que nous ne sommes pas prisonniers de notre condition, de notre origine, de notre croyance, de notre apparence, de notre sexe, de notre genre. C'est ça la promesse. Allez, on va terminer avec Emmanuel Macron. Encore lui, on vous en avait déjà parlé, mais vous êtes assez cinglant, il faut le dire, dans ce portrait au vitriol que vous dressez dans ce texte où vous parlez d'un pouvoir sans limite, où l'élection d'un seul confisque la volonté de tous, et on y vient, Camus. À la fin du livre, un homme, ça s'empêche. Alors forcément, on est à l'Assemblée nationale, il y a une procédure de destitution qui va être soumise aux députés. C'est ça qu'il faut faire? L'empêcher? Le démettre? Non, je pense que je ne rentre pas dans ces débats. Je préfère dire tout simplement que, vous voyez, ce que je dis, ça va des guerres actuelles à MeToo. Ça va au-delà de l'actualité, je l'accorde bien volontiers. Ou ça va à l'extractivisme et au débat écologique. Monsieur Macron, dans sa politique, mais de manière beaucoup plus folle, Monsieur Trump, Monsieur Elon Musk, Gazprom en Russie et bien d'autres, témoignent de ce que j'appelle, à la fin de ce livre, l'illimitisme. Il n'y a pas de limite. Et ça, notre espèce, elle met en danger elle-même et le tout vivant du monde. Et sincèrement, la révolution MeToo, et pour le genre que je représente, tout ce que je représente ici et que nous voyons, et qui, sincèrement, moi, me sidère, ce que MeToo dit des hommes et fait des hommes, est une révolution sans précédent. Merci beaucoup. On reviendra, j'en suis sûre, sur ce thème. Il y a un débat dans l'actualité entre différents intellectuels. Faites un débat avec Mme Fourest. Avec Mme Fourest? Je veux bien lui alors répondre. écoutez, très bien. Voilà. On vous prend au mot, ça m'intéresserait particulièrement. Le jardin et la jungle, c'est à lire aux éditions La Découverte. Voilà, on retrouve le Plenel dans tous ses combats, mais il y a aussi des raisons d'espérer, il faut le dire.